attention. Il faut les lancer en live. Donc il les lance maintenant. Moi je fais un Facebook. Attention. Elle démarre pas. Elle démarre pas. Elle démarre pas. Hein. François, elle ne démarre pas tes éoliennes. Je suis en Facebook Live. Elle ne démarre pas tes éoliennes alors qu'il y a du vent. Elles sont mises à un petit Facebook Live. Voilà. Ils vont démarrer quand ils vont pousser sur le bouton. Oui, en fait, c'est pas vraiment connecté. Tu sonnes à ton. Ah, mais oui, mais le bouton est vraiment connecté. Bonjour Damien. Ça va. Et on est en Facebook Live ici, ça va. Mais c'est bien, c'est le. Ouais, il est dispatch à Bruxelles. Non, il y a un mec tout près qui est dedans, ça casse pas. Celle-ci ne démarrera pas parce qu'il y a du monde en dessous. Ils peuvent pas. Ah, quand il y a du public. Non, tu peux voir avec les dangers. Parce qu'ils n'ont pas été informés de façon officielle des dangers possibles qui sont très théoriques et inexistants. C'est n'importe quoi quand tu es en Facebook Live là. Et donc quand tu mets quelqu'un en dessous d'une éolienne, c'est permis s'il a assisté. Oui, par exemple, sur un site industriel, il a reçu un briefing sécurité sur ce sujet. Quand c'est du grand public comme aujourd'hui, c'est pas possible. Donc l'éolienne est à l'arrêt. Ça fait n'importe quoi quand même, quoi, non? Non, c'est pas n'importe quoi, c'est la sécurité. Oui, mais sécurité, qu'est-ce que tu veux à moins d'avoir une personne qui mesure 40 mètres de haut, 50 mètres de haut, c'est un principe. Principe, ok. Bien, elle tourne. Ah oui, elle tourne. Attention, elle commence à tourner. Elle commence à tourner. Ah oui, c'est là-bas, oui, ok, ouais. Et aujourd'hui, c'est des 3.2, alors François? 3.2, 5 machines de 3.2 MW. Ouais. Et avec un vent comme aujourd'hui, tu crois que tu es à 3.2? Non, avec un vent comme aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à un tiers à la moitié de la puissance nominale. C'est sûr, pas plus? Non, pas plus. La puissance nominale apparaît au-delà de 10 mètres par seconde. Ok. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, tu n'es pas. Oui, c'est pas mal. C'est quand même un bel endroit, ça, ici, pour tes éoliennes, non? T'es sous une crête, il y a du vent. C'est un endroit très venteux, ce qui nous a permis d'avoir des éoliennes de grande puissance dont la nacelle, le rotor n'est pas placé trop haut. Okay. Ce qui permet de les voir aussi bien. Ouais, tu les vois. Si l'endroit avait été moins venteux, nous aurions dû placer le rotor plus haut et avoir des éoliennes avec une altitude qui culmine à une altitude plus importante. Okay. Celles-ci sont limitées à 150 mètres. Ok. Ouais, c'est très bien. Et le constructeur, François, c'est qui en fait? Le constructeur, c'est Senvion. Un constructeur européen, d'ailleurs on voit sur le numéro de l'éolienne. C'est des Espagnols ça en fait? Non, Senvion c'est au départ un constructeur français, mais qui est maintenant international bien entendu. Ok. Ah, je ne savais pas, que j'ai jamais entendu parler de cette marque-là. Et alors les fondations, qui a fait ça en fait? Les fondations, ça a été fait par des bureaux d'engineering belges, locaux, dont Tractebel, et ça a été réalisé par des entrepreneurs locaux. Parfois le constructeur fait les fondations lui-même, mais c'est pas le cas ici. Elles ont été faites par d'autres équipes. Et alors, ce qui est assez amusant, t'es historiquement tout proche du poste de Gramme qui connecte la centrale nucléaire de Tihange au reste du réseau. C'est pas connecté sur le poste de Gramme ici, les 5 éoliennes. C'est connecté sur le réseau de distribution RESA. Ok, ouais. Et elle est où la cabine? Elle est loin d'ici? La cabine est un peu plus loin, je pense, derrière nous. Mais on ne la voit pas ici, elle n'est pas ici. Et alors, les câbles ont été enterrés, il faudra rejoindre la cabine qui se trouve le long de la route. Un peu plus loin. Et alors, parce qu'il y a plein d'ingénieurs électriciens sur Facebook, la connexion, c'est quoi? Donc d'abord, toutes tes éoliennes vont sur un même point dans le parc, et puis là, tu repars vers un autre, en fait. Les éoliennes sont reliées entre elles. Ok. Les unes aux autres, et la dernière a un câble qui part à la cabine. Ah, c'est en série, en fait? Ah oui, ce sont des éoliennes qui sont reliées, en série. Les tensions ne vont pas se cumuler. Oui, bien sûr. En fait, c'est tout sur un même feeder. En série, non pas électriquement, mais... Oui, je vois, parce que si c'est en série... Donc, il n'y a qu'un câble, 3 câbles dans ce cas-là, qui vont d'une éolienne à l'autre, et le dernier va à la cabine. Alors, sortie de tension au niveau des éoliennes, combien, François? Je n'ai pas la réponse par cœur, mais tu as là plein d'ingénieurs de projet qui peuvent te répondre. Généralement, c'est 6 kV, 15 kV. Ouais. Certaines éoliennes font 36 kV, ça dépend. Ok, 6 ou 15 kV. Et alors, les moteurs, c'est quoi? C'est de la néodyne, là? C'est des aimants permanents dans ces moteurs-là? Oui, ce sont des aimants permanents. Ok, ouais. Donc, c'est les moins chers maintenant sur le marché, aimants permanents. Vous préférez ça, en fait?
Il y a plusieurs modèles, mais disons que dans un domaine tellement compétitif comme les éoliennes, on va effectivement vers des technologies les plus fiables possibles, mais également les moins chères. Ouais, ouais. Parce que j'ai remarqué les toutes grosses là, de Vestas, là, les nouvelles 8.4, ils ne vont plus par aimant permanent en fait. Ils voient le truc, les nouvelles générations, je suis assez étonné en fait. On n'avait pas entendu se parler de ce genre de développement. Je n'ai pas tous les détails ici, mais ce sont des technologies offshore. Hein. Oui, c'est des technologies offshore. 8.4, c'est des machines offshore, on ne parle pas de la même chose. Ça ressemble, c'est des éoliennes, ça ressemble à des éoliennes, mais comparer l'onshore et l'offshore, c'est comme de comparer du Canada. Tu peux te permettre un moteur plus classique, non basé sur des aimants machines permanents. Qui vont tourner plus de 4000 heures par an en équivalent pleine puissance. Ici, on est à 2800. Ok, merci. Je vais essayer d'aller trouver quelqu'un d'autre qui peut m'en dire plus en fait sur vos éoliennes. Merci François, bonne continuation alors. Et le prochain parc il s'inaugure quand? On communiquera sur ce sujet très bientôt. Et allez, en avant-première sur mon mur Facebook. Les prochaines, ce sera probablement à l'automne et je pense que ce sera un parc en flanc. Ah oui. Je vous laisse et en offshore, vous êtes aussi un peu dans l'offshore là chez Engie, non? Nous sommes dans l'offshore, nous sommes présents dans le projet Mermaid à 35% et nous avons l'ambition avec notre partenaire Otari de réaliser le projet Mermaid dans le courant de l'année prochaine avec une mise en service en 2020. Les éoliennes sont déjà commandées pour ce projet? Le fournisseur d'éoliennes est connu. C'est qui? Allez, c'est Siemens. Et c'est des quoi? C'est des grosses là? C'est des 8 MW, 9 on parle de machines de 8 à 9 MW. C'est les plus grosses qui seront jamais installées en mer. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des 8-9 MW déjà installés. C'est les plus grosses aujourd'hui, mais ces grands constructeurs comme Siemens et Vestas sont des machines de 12 MW dans leur carton. Oui, 12 MW, 12-15 MW. Il y en a même qui parlent de 15 MW, mais c'est plutôt à l'horizon 2025. Vous n'aimeriez pas mettre déjà une 12 MW en mer du Nord pour avoir vraiment une avant-première Engie, non? Le modèle n'est pas certifié, il n'existe pas encore. Non? On ne peut pas l'utiliser. Il existe des prototypes, mais on ne peut pas le commercialiser à ce stade-ci. Mais s'il n'est pas certifié en mer du Nord, au pire, qu'est-ce que ça peut faire? On n'a pas envie d'agir comme tel. Non, il faut vraiment que ce soit certifié. Certifié en particulier pour des raisons de financement de projet par les banques. Ah oui, sinon il faut des machines qui répondent à certaines normes, à certaines certifications, c'est très important, pour des raisons de fiabilité, pour des raisons de sécurité, et aussi pour les équipes qui vont travailler sur ces machines. Ok. Merci François, merci pour toutes ces informations. Bon, je vais voir un autre, Loïc, où est-ce qu'il est? Avec plaisir. Loïc Billot. Loïc, où est le marque là? Ah, il est là. Merci François. Loïc, Facebook Live. Bonjour. C'est un Facebook Live, monsieur Lecha, Damien, professeur à l'université. On fait un petit Facebook Live. Est-ce que vous êtes content de ce nouveau parc éolien dans votre commune? Tout à fait ravi. Oui. Après d'abord des années de travail, première chose. Enfin, 10 ans de développement, 1 an de travail, voilà, c'est vraiment ça. Et puis alors la création de la société coopérative Éole Moldave avec la participation des citoyens, donc ça c'est vraiment... C'est pas mal, donc si j'ai bien compris, ils ont une éolienne sur 5, c'est ça? Une éolienne sur 5 pour Éole Moldave. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Et 2 qui appartiennent aussi aux intercommunales wallonnes, donc c'est un parc à majorité publique ici. Et pour l'éolienne, c'est une 3.2, donc ils ont payé combien? C'est quand même, c'est un truc là, c'est quand même 4,5 millions que ça leur a 4 coûté. 4 millions d'euros, oui, c'est ça. Oui. Sur 4 millions, c'est encore un bon prix, quoi. Oui. Vous les avez serrés à la négociation, là, les gars d'Engie, non? Loïc, ils ont vraiment eu, c'est les chats qui a négocié, là, pour la compagnie, là. C'est l'équipe. Alors on a négocié avec Engie, de fait. Et qui rachète l'électricité? C'est quand même vous qui rachetez l'électricité d'Éole ou bien ça se passe comment, ça? On veut savoir. Pour c'est Electraben et pour Éole, c'est Méga. Ah, c'est Méga, donc vous leur construisez le parc et c'est Méga qui se barre avec votre électricité. Il y a un marché ouvert. Voilà, c'est un marché ouvert. Voilà. Et le prix Méga l'a racheté combien en fait? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Je suis pas d'accord. Très sincèrement, je ne sais pas. Laurent Maguet, si tu écoutes ce Facebook Live, écris le prix. Et vous aussi, Société Éole, alors, content? Oui, je suis administrateur de la coopérative. Et alors, Laurent Maguet, il a acheté à combien l'électricité à la coopérative? C'est un prix qui est lié à je ne sais plus quel index. Bon, c'est lequel? Avec un collectif, il a acheté sur le CAG ou bien? Ah oui, ok. Et dans 2 ans, ouais, ça c'est bien parce qu'à mon avis les prix vont réaugmenter dans 2 ans, donc renégocier. Donc, c'est pas mal. Loïc, on sait aller voir l'intérieur de l'éolienne? Pas encore. Ils ont terminé. On mettra un casque et on ira. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire des petits trucs en plus, des petites anecdotes sur ce parc? T'as participé toi à la construction du parc? Alors oui, on a participé à la construction avec mon collègue Elmar qui est en train de montrer. Mais moi j'ai
participé au tout début, quand je travaillais en fait encore à la communication, donc on a déjà travaillé avec Pierre à l'époque. Et puis j'ai repris le projet de mon collègue Stéphane Finet, que je présentais, il y a maintenant un an on va dire. Donc oui, c'est moi qui ai suivi le chantier avec Pierre. Et il a terminé les négociations de la commune pour finaliser l'exploitation commune. Et les riverains, ils étaient contents en général en fait. Il y a eu vraiment un consensus général. Il y a eu 1 pour 1000 courriers non favorables à l'éolienne. Sur 30 000 habitants, il y a 30 lettres qui sont arrivées à la commune. On ne peut pas dire que ce soit une levée de bouclier. Mais je venais en voiture le matin et je trouve qu'il donne vraiment bien ce parc en fait. Je trouve qu'il est beau en fait. Il est beau là. C'est vrai, il est bien placé. Il est bien placé, ça donne bien. Franchement, très favorable au niveau du vent, évidemment, c'est fait pour ça. Mais non, on est très content. Franchement, très content. On va aller à Tourvieux. 14 ans par rapport au premier projet. C'est fou, hein, ça prend un temps monstrueux. Et en fait, ils le construisent en 7-8 mois, en 8 mois, et il leur faut 12 ans pour développer un projet. C'est incroyable en fait. Damien, si tu... Je mets un casque, attention. Hop, c'est parti. Ah, tu ne sais pas un peu plus là. Et qui va la Serge? T'as quitté ta centrale nucléaire ou quoi? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Les grands rendez-vous, on doit toujours être présent. Attends. Mettez des ton casque parce que voilà. Ah oui, toi t'as l'habitude. T'es souvent au casque à la centrale, non? T'es pas tellement dans les bâtiments. La sécurité, la sûreté, effectivement, est un élément important à la centrale. Donc voilà. Ouais, non. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, bonjour. Serge, tu veux dire un petit mot pour défendre la centrale de Tihange aujourd'hui? Donc tu veux parler que d'éolien? C'est nécessaire de défendre la centrale Elle tourne. C'est quoi, vous avez 2000 MW qui tournent aujourd'hui, c'est 2 réacteurs? Effectivement, 2000 MW. C'est Tihange qui ne tourne pas ou bien c'est le... Tihange 3 qui est en révision. Ah oui, ok. Et elle termine quand? En août, c'est ça? Elle va terminer en août. Il y a en août les 3 unités qui tournent. Il y a 3 unités qui tourneront à ce moment-là, sauf qu'il y a une Tihange 2 qui risque de démarrer effectivement en révision aussi. C'est l'année où on a beaucoup de révisions. Ah ouais, voilà. Okay. Rien d'anormal cette année. Des révisions préventives et planifiées. Top quoi. En plus je suis passé en voiture, j'ai vu le poste de Gramme là qui est tout près d'ici, votre centrale nucléaire est connectée là-dessus. Très beau poste électrique, hein. Tout à fait. Honnêtement, très beau. Allez, on va visiter l'éolienne là. Ah, je dis bonjour. Monsieur Cric, on est en Facebook Live sur la drogue. Est-ce que vous voulez... Je fais la bise. Tu vas bien? Un petit mot. Alors, monsieur Cric, ministre de l'énergie, beaucoup de parcs éoliens. J'ai fait le calcul quand même. Pour remplacer la centrale nucléaire de Tihange, il nous faut plus ou moins 3000 éoliennes comme ça. Donc ça veut dire à 5 éoliennes dans un parc, il vous faut inaugurer 600 parcs dans les années à venir. Donc vous allez devoir bloquer votre agenda pendant 2 ans pour tous les matins à l'assaut d'inauguration de parcs. D'abord, je ne compte pas inaugurer tous les jours avec des éoliennes, mais comme le professeur essaye de piéger son élève qui a pris quelques leçons d'avance, le professeur lui dit simplement que pour remplacer le nucléaire, ce que l'on doit faire et que l'on va faire, il va falloir il n'y a pas que l'éolien, il n'y a pas que le vent, il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que ce qu'il y a sous le sol également en termes de chaleur, c'est un mixte qui va... Et puis il y a même du gaz transitoire qui nous permettra d'y arriver. Et puis il y a ce que vous devez faire comme boulot aussi, ce que les scientifiques font, l'amélioration continuelle des processus. Aujourd'hui, on travaille en Californie sur des éoliennes à 600 mètres de haut. Avec des gros cerfs-volants. Des cerfs-volants. Ah oui, c'est énorme ça. Ça c'est énorme. C'est pas encore fait. 600 mètres de haut, imaginez ce que c'est. 3000 avec les Américains, est-ce qu'on arrive à ça? Mais donc, ça c'est bien parce que comme ministre, en fait, lancer, parce qu'on a loupé la construction des éoliennes, on n'a plus de champions dans la construction des éoliennes en Belgique, mais là-dessus on pourrait créer vraiment des champions, des cerfs-volants. Et puis il y a une autre pièce de régulation dont tout le monde parle dans le secteur, c'est la pièce micro-réseau en fait. Est-ce que vous pouvez donner un petit mot, parce que ça je veux dire c'est la pièce qui peut vraiment libérer le développement des énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques. Pour moi ça c'est la pièce qui peut impacter le plus la transition énergétique en Wallonie. Et alors tout le monde se demande dans le secteur, est-ce que Jean-Luc Cruc va tenir sa promesse? Est-ce qu'il va venir avec quelque chose de bien civiquant? Tous les gens du secteur le veulent et ils sont excités comme des mouches autour d'un caca de vache tellement ils veulent que ça arrive, ce genre de choses. Ressembler aux mouches. Non, mais ils adorent ça parce que c'est plein d'opportunités économiques. Je viendrai avec un texte qui permettra d'encadrer ces micro-réseaux, les réseaux directs également, l'autonomie énergétique en liaison
de manière directe ou indirecte d'ailleurs, avec le réseau classique. Et je suis favorable à l'existence des micro-réseaux. Je crois que c'est l'avenir. Et nous, probablement, le premier qui fait innovatif. Ah oui, c'est s'il est prêt, on va envoyer chez les entreprises spécialisées pour être certain de ne pas être en porte-à-faux avec l'Europe. Mais on en est là aujourd'hui. Donc, à quelques lignes près, le texte peut être... Et ça, honnêtement, enfin, je vous suis déjà depuis pas mal de temps. Ce serait vraiment, en termes d'énergie, enfin, vous êtes hyper actif sur tous les domaines, mais en termes d'énergie, ce serait la pièce majeure, en fait, de cette législature. C'est surtout le réseau de demain. Ce serait majeur quand même, non? Le réseau de demain, c'est le 21e siècle qui se rapprochera du 22e siècle. On a fait peur un peu de on aura peut-être 80 ans d'avance. Ah oui, ce serait une pièce majeure. Ce serait, même au niveau international, on verra, vous seriez le premier. Je me réjouis quand même de voir si vous allez arriver à la faire passer. Mais vous ne verrez pas que ça. Dans quelques semaines, je viendrai également avec une solution sur la bulle photovoltaïque. Ah oui. Vous avez particulièrement bien travaillé. Ah oui. Pas surtout. Oui, l'attaque, vous n'aviez pas aimé. Je me réjouis de voir. Ah oui, c'est les deux points chauds. Mais la bulle photovoltaïque, bon, ça sonne épiphénomène. Mais le point, oui, attends, épiphénomène assez cher. Mais le point micro-réseau, c'est quand même quelque chose qui restructure l'industrie électrique. Je me réjouis de voir. Tiens. Merci, monsieur Cric. Hein. Super, trop plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Alors, on continue le petit... Monsieur Delamotte, je vous interromps parce que c'est mon Facebook Live et ça marche super bien. Monsieur Delamotte, d'abord, alors content en fait du parc éolien ici? Ah oui, super, c'est une chouette idée, d'autant plus qu'il est coopératif et donc les habitants de la commune de Moda vont pu participer. Et donc franchement, c'est une idée que je poursuis en ce qui me concerne et au CDH depuis plusieurs années. Et quand les choses se mettent en place, on veut vraiment féliciter les participants. Et alors vous êtes bientôt sur les listes des communales, c'est ça, monsieur Delamotte? Oui, je serai candidat aux élections communales. De Liège. Et alors, allez, en 30 secondes, puisqu'on parle énergie, les nouvelles idées énergie du CDH à Liège, c'est quoi? Qui vont faire rêver tous les Liégeois? C'est le panneau photovoltaïque sur la Meuse en fait. Non, c'est d'abord des éoliennes sur l'île Mont-Saint parce qu'il faut que la ville ait des mâts sur son territoire pour pouvoir voir effectivement que le temps engagé dans cette transition énergétique, que ce soit sur l'île Mont-Saint ou à d'autres endroits, il y a des espaces qui sont importants et qui sont loin des habitations que l'on pourrait encore utiliser. Il y a le campus du Sartillement de l'ULG. Il y a le grill ferroviaire de Quincampoix, on pourrait imaginer, chercher les meilleurs endroits où on peut les mettre. Et là, je suis partie prenante d'une participation citoyenne pour élaborer le projet, mais pour le financer aussi. Et ça, c'est une démarche nouvelle. Si vous regardez bien les budgets communaux, eh bien, on remarque qu'après les dépenses de dette et les dépenses de personnel, dans le fonctionnement, les dépenses d'énergie sont des dépenses très très importantes. Et donc, il faut arriver à produire de l'énergie, mais aussi isoler les bâtiments. Et alors, l'énergie, mobilité, c'est deux dossiers très liés, hein, mobilité verte, énergie. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, comme étant prof à l'Université de Liège. C'est un téléphérique urbain entre le Val-Benoît et le Sartillement. Et est-ce que le CDH appuierait ce genre de projet-là, sous réserve effectivement sous réserve de l'étude, du financement, sous réserve de voir la manière dont on peut organiser les choses, mais quand on regarde sur le net, on se rend compte que dans d'autres villes, il y a ce type de processus. Il faut évidemment que ce soit finançable et de voir ce qui est possible de faire en termes pratiques. Mais aucune idée n'est rejetée, mais il faut être réaliste aussi. Merci monsieur Delamotte. Bonne chance alors aux élections. Hein. Donc c'est bien. Donc on a le CDH, toute la communauté universitaire va être contente de Liège, qui soutient sous réserve d'études favorables notre téléphérique urbain. Oui, voilà, en fonction des résultats de l'étude. Mais il faut vraiment que cette étude soit poussée pour que l'on puisse examiner toutes les possibilités, tout en sachant qu'il y a aussi un autre téléphérique sur lequel nous travaillons. C'est celui entre Salona et l'hôpital. Il en faudrait deux, quoi. Et même au niveau touristique, les gens adoreraient. Hein. Les gens adoreraient. De tourisme, mais si vous pouvez ajouter dans le téléphérique le vélo, c'est plus facile pour redescendre, puisque Liège est une cuvette bien connue, quoi. Donc il faut pouvoir revenir selon divers moyens de mobilité. Merci bien, merci monsieur Delamotte. Bonne chance aux élections communales. Serge, t'as pas vu Loïc en fait? Je dois aller à l'intérieur. Il est où? Ouais. Qui est-ce que je vais interviewer? Il est peut-être dans l'éolienne en fait. Attends, je vais aller à l'intérieur.
là. Oui, appelle-le un peu, hein, je vais chercher. Monsieur Van Troy, je peux vous interrompre 30 secondes, c'est pour mon Facebook Live en fait. Donc Monsieur Van Troy, le CEO d'Engie Benelux en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Absolument. Alors content avec l'éolienne, oui, belles éoliennes. Oui, je suis content, ce sont des beaux projets qui s'inscrivent pleinement aussi dans notre volonté d'être un des acteurs, je dirais, pour la transition énergétique ici en Belgique. Donc un projet en plus qui était vraiment avec une forte connotation locale à travers cette éolienne, au fond la première que vous voyez derrière, qui appartient finalement essentiellement aux citoyens. Oui, c'est pas mal quoi. Local, donc, Et ça quand même, en mettant les citoyens dedans, ça favorise vraiment l'acceptation sociale en fait des projets. Oui, je pense quand même que en tout cas dans ce projet-ci, qui a quand même connu un long temps de développement, mais dans la dernière phase, ça s'est vraiment bien concrétisé et je pense que cette implication locale a joué un rôle important. Et j'ai l'impression que cette dernière année, en tout cas dans le renouvelable, ça marche du tonnerre pour Engie en Belgique. Je vois beaucoup de projets, vous êtes en mer de Nord, c'est pas mal. Cette année, c'est une année record, c'est une année, vous n'avez jamais fait autant en fait. On est en croissance depuis quelques années. Et c'est dû à quoi ce changement en fait? Un changement des équipes de management, c'est dû à quoi? Parce il y a plusieurs raisons. Il y a, je dirais, aussi une prise de conscience locale, mais aussi effectivement un renforcement de nos équipes et une volonté et une mobilisation pour, je dirais, développer des projets éoliens, mais aussi solaires. Donc on a développé vraiment des offres, même que le marché est peut-être moins favorable en termes de subsides. On est quand même maintenant avec des technologies plus industrialisées et on est capable, soit en associant des clients business, soit avec les communautés locales, d'accélérer notre développement. Je trouve ça très bien. Félicitations à vous, bonne continuation. Un petit mot peut-être quand même, un dossier qui intéresse tout le monde, c'est l'éolien offshore. Vous avez des participations dans le parc offshore. Oui. Négociation très dure avec le fédéral au niveau des prix. Vous n'avez pas été très gâté au niveau des prix. 79 € par mégawattheure. Le parc avant, ils avaient 123, 128. Un peu dommage. Un an avant, vous aviez... Oui, mais enfin, bon voilà, je pense que... Et ça va aller, ça, c'est quand même... Nous sommes des industriels et je dirais, notre défi, c'est de s'adapter aux modifications de notre environnement et avec les 79, la technologie offshore, elle est aussi quand même arrivée à une meilleure maturité qu'il y a quelques années et donc on est très combatif pour réaliser ce projet sur les conditions, mais on y croit. Bonne chance en tout cas. Et alors pour l'inauguration du parc offshore, vous affrétez un bateau alors ou bien ce sera comment ça? Si c'est un bateau, mettez-moi sur la liste des invités. Des conditions météo, on s'adaptera. On s'adaptera. Merci. François Toussaint, quand est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur de l'éolienne Il arrive? Il arrive. Oui, il faut tenir, ça marche vraiment bien, il y a quand même pas mal, il y a eu des points. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Il faut vraiment que l'intérieur, dès que possible, avec voilà. Le chef de projet. Il va montrer. Non, c'est vraiment bien quoi. Ouais, je pense que les gens, c'est un beau truc. En fait, en venant de la route, je suis venu de la route en voiture, donc tu montes comme ça le truc. Je trouve que ce parc donne vraiment bien. À la limite, tu pourrais faire des très très belles photos de ce parc-là. Voilà. Très très belles. Elmar, donc tu as caché ton verre d'alcool, hein? Oui. Faut que ça fasse sérieux. On ne boit pas sur chantier. Exactement. Vous allez alors dans... Ouais, tu viens avec une petite visite dans la turbine. Oui, ça m'intéresse. Ouais. Let's go. Allez. Donc voilà, c'est parti. Donc chef de projet ici. Oui. C'est quoi chef de projet en fait? Parce que plein d'ingénieurs qui me suivent sur Facebook savent jamais ce que c'est chef de projet. Alors, ça fait quoi chef? T'es ingénieur en fait ou bien? Un chef de projet, c'est un chef d'orchestre. C'est lui qui va Vous êtes ingénieur de formation en fait, non, chef de projet, oui. Ouais. Et alors, ça veut dire, c'est quoi le chef d'orchestre? C'est lui qui a toutes les emmerdes en fait, ou bien? Oui, en fait c'est ça, oui. Non, c'est moi, c'est le chef de projet, il va coordonner et c'est lui qui va mettre en relation toutes les sociétés pour essayer de faire avancer son projet et d'arriver au but ultime. Et tu le prends à quel niveau le projet? Parce qu'il y a différents stades dans ce projet. Il y a le stade du permitting, contracting. Quand est-ce qu'il faut appel à toi? Alors moi je suis chef de projet construction. Ah oui, donc moi dès qu'on arrive dans la phase des appels d'offres pour les donc le permitting c'est pas toi? Non.
Mais par exemple, le contracting avec tout ce qui est les industriels pour les turbines, ça c'est toi? Je participe, oui, effectivement. Okay. Donc là, je participe. Donc il y a quand même une grosse partie de développement donc, qui va décider quelle machine va être construite. Après ça, il y a... Et toute la partie électrique, câblage, par exemple, avec Reza, vous avez travaillé avec Reza, ici gestionnaire de réseau de distribution de lait, ça c'est toi aussi en fait? Ça c'est moi qui coordonne aussi, tout à fait. Donc là, on donne le timing et on dit voilà, on aimerait bien avoir un raccordement à telle date. Et alors, dans une équipe comme ça qui coordonne combien de personnes, donc à partir du moment où le dossier arrive sur ton bureau, sur le bureau, moi, dès que ça arrive chez moi et on commence à faire tous les appels d'offres, à faire les cahiers des charges et tout ça. Appel d'offres, cahier de charges, combien de temps? Parce que maintenant c'est du standard quand même. Ça dépend, non, il y a quand même des choses qui changent. Ici, ça va, on est en greenfield, donc on est à la campagne. Mais parfois, on fait d'autres projets qui sont en site industriel, où là c'est complètement différent. On a d'autres contraintes et là c'est plus compliqué. Donc, mais parce que les contraintes, quand tu as le permitting, tu as déjà à peu près les spécificités de l'éolienne. Donc quand tu dois acheter les éoliennes, c'est quelques modèles. En fait, on a plus tellement. En fait, nous, chez Engie Electrabel, on a 4 marques, 4-5 marques. On est ouvert à tous, hein, mais bon voilà, on sait que quand on veut, suite aux études de vent qui ont été faites, on dit voilà, on veut produire autant. On sait que la machine va rentrer dans ce que nous on souhaite produire. Après, on a aussi des contraintes au niveau bruit, au niveau la protection des chauves-souris par exemple, etc., etc. Et donc ça c'est toi. On va à l'intérieur, on essaie d'aller à l'intérieur. C'est parti. C'est parti. Non, tu sais que c'est la première fois que je viens à l'inauguration d'un parc éolien. Bah, bienvenue. Ouais, c'est la première fois. J'ai déjà été invité, je suis pas venu, mais c'est mieux que ce que je ne pensais. Franchement, c'est pas mal. Dis, les techniques, les fondations ici, c'est des trucs en béton, c'est des pylônes en béton. Vous forez, vous mettez du béton dedans, vous coulez du béton bladé comme ça dedans, c'est ça? Ici, spécifiquement non. Donc on fait des essais de sol auparavant pour savoir quelle est la nature du sol ici. Et ici, c'est juste la dalle en béton coulée. Ici, c'est une dalle en béton. Donc il faut savoir. Profondeur de la dalle en béton. On est ici au niveau de la tour, on est à 3,20 m. Donc c'est un design qui est pas plus que 3,20 m. Ouais. 3,20 m. On a 16 mètres de diamètre. Ouais, quand même. C'est ça qui assure la stabilité, c'est vraiment le diamètre. Et donc on est à. Et t'es qu'à 3,20 m. Et ça tient ici. À 3,20 m, t'es sur de la roche alors? Ah oui, ici c'est super solide. C'est de la roche quoi. Il y a juste une éolienne, la numéro 5, qui est là, où on a fait des pieux. Et la profondeur des pieux, c'est combien? Là, la profondeur des pieux est de 8 mètres. Ah oui, pas plus. Non, pas plus. Donc les experts géotechniques. Mais attention, t'es pas super haut. Parle-nous un peu de ce modèle d'éolienne. T'es à quoi la hauteur? Alors, attends, on va voir. Ouais. Attention, ici, voilà l'éolienne, on est en dessous. La hauteur, c'est quoi? Alors, la nacelle, elle culmine à 93 mètres. Donc l'axe du rotor est à 93 mètres. Et les pales, et quand la pale est en position verticale, tu montes à combien? On est à 150 mètres. Ah oui, il fait quand même 50 mètres. Donc une pale c'est 55 mètres, le diamètre total est de 114 mètres. Ok. Oui, c'est pas mal, c'est vraiment très bon. Allez, alors quelques chiffres. Je dirais on a 570 mètres cubes de béton. Il y a quand même quoi. Presque 70 tonnes. C'est du béton bladé en fait, tu mets des grillages en acier dedans. Il y a de l'acier dedans, il y a de l'acier et c'est un design très particulier qui est mis dedans. On le voit un peu ici, hein, je monte les fondations. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Et alors aussi, donc la tour, c'est 4 éléments, chaque élément pèse 50 tonnes. La nacelle elle pèse 60 tonnes. Le drivetrain, il en pèse encore 50, donc rien que la nacelle complète fait 110 tonnes. Et le rotor pèse encore 75 tonnes. Et entre le moment, donc vraiment les gars qui construisent, quoi, le moment où tu commences à mettre ta première pelleteuse sur le chantier, tu commences par ça, tu commences par faire un trou dans le trou. Peut-être même tu as ton chantier pour le câble électrique, je sais pas, tu fais d'abord le câble électrique ou non, ici on a commencé par faire toutes les voiries, puis on a fait les plateformes. Allez, le moment des voiries jusqu'à ce qu'elles puissent tourner, c'est combien? Tu travailles en combien de temps? Presque un an. Ah, il te faut quand même un an. On a commencé le chantier en août 2017. Tiens, j'aurais cru que c'était plus rapide parce que finalement c'est que couler du béton, tu montes l'éolienne, qu'est-ce qui prend du temps dans ce bazar-là? Ici, la FGTB est descendue sur le site, c'est ça? Parce que vous payez trop mal les ouvriers ou bien... Non, ici c'est vraiment les voiries qui ont pris énormément de temps. On a dû créer pratiquement 1800 mètres de voirie, donc c'est à 4,50 m de large. Et ça c'est des trucs, quand on parle d'éolien onshore, souvent on ne prend pas ça en compte dans le prix, mais en fait c'est un prix significatif. Oui, c'est clair ça.
C'est clair. Alors c'est vrai que l'éolienne, pour la construction de l'éolienne même, une fois que les éléments sont en place, ça va très vite. Hein. Les gars ils montent ça en 2 jours. En 2 jours tu l'as monté quoi. Tout est monté en 2 jours. Ouais, ils viennent avec la grue, donc d'abord ils montent le pylône, c'est ça? Ça se passe comment? Ils montent d'abord le pylône? Ils montent d'abord le pylône. Il est monté comment? En une pièce le pylône? Non, c'est 4 éléments. Donc... Qui s'emboîtent et puis ils soudent? Non, pas, c'est boulonné. C'est boulonné. Ouais. C'est boulonné. 4 éléments avec une grue, c'est ça? Et puis ils mettent de la nacelle au-dessus, ça va? Oui, c'est ça. La nacelle, donc c'est le truc auquel sont attachées les pales, et puis ils t'attachent les pales sur la nacelle. Ouais. Et alors ici il y a 2 techniques, soit on fait du single blade, donc c'est pale par pale, soit on fait un full rotor. Donc ça c'est un full rotor? Non. Ça c'est un full rotor ici. Ouais. C'est un full rotor ici. Un full rotor. Oui, mais attends, tu arrives en single blade ici. Tu les montes au sol. On assemble ici. Au sol, ouais. Si tu regardes, la pale elle arrivait pratiquement contre la clôture, et l'autre pale elle était là derrière dans le champ. Ouais. Et alors, allez, le fermier, donc qu'est-ce que tu réserves vraiment au sol pour l'éolienne? Où est-ce que le fermier ne peut plus aller en fait? Parce qu'à la limite, ces vaches, elles pourraient presque être ici, mais tu réserves toute une zone de sécurité autour de l'éolienne? Non. Ici, la plateforme, elle reste. Toutes les plateformes vont rester. Oui. Et puis le reste. Pourquoi est-ce que cette plateforme reste en fait? Pourquoi est-ce qu'elle reste en fait ta plateforme? Ici, ça a été décidé de ne pas les démonter. Ok. C'est un choix maintenant. Si jamais on doit réintervenir plus tard, ça voudrait dire qu'on doit recréer, on doit réempierrer, on doit tout refaire toutes les fondations. Donc tu laisses la plateforme. Alors en cas d'urgence, c'est plus facile pour tout être en place. Mais tu interviens très rarement sur les éoliennes, ça tient quand même très bien ça, non? Oui, évidemment. Évidemment. En Belgique, elles sont construites de manière pérenne. Allez, on y va. Let's go. Suspense. Attention. Attention, ça c'est vraiment un moment très très fort. On rentre dans l'éolienne. Ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. J'espère que je vais toujours avoir du réseau. Laisse la porte ouverte comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Explique-nous un peu ce qu'il y a. Déjà, qu'est-ce que c'est ce gros tuyau ici? C'est quoi en fait? Mais ventilation, pourquoi t'as personne qui habite dans ton éolienne? Ici en dessous. Bien, tu vas mettre des sans-papiers dans ton éolienne. Ici en dessous, tu as la partie transfo. Oh là là. Ah ouais. Ah oui, c'est le transfo là. Ouais. Explique-nous un peu, allez, tu parles de transfo. C'est quoi comme moteur, comme générateur à l'éolienne? La techno. Écoute, toutes les caractéristiques honnêtement. Non mais les gros trucs. Hein, Là ici, on est sur une machine qui va produire 3,2 MW. Ouais. C'est un moteur asynchrone, alors générateur asynchrone principalement. Et alors, après on sort avec aimant permanent là. Je pense. Biodimine là, oui. Okay. Et alors on sort en 690 volts. Ah, tu sors qu'en 690 volts? Ouais. Et là, ça te passe dans le transfo? Et alors, on descend via des bus bars que tu vois juste là. Ouais, pas mal, ouais. On va un peu voir. Attends, c'est lesquels? Tu descends avec lesquels? Oui, mais on ne comprend pas. Il y en a 2 là. Tu vois, il y a le câblage là, il y a le câblage là. En fait, c'est quoi tous ces câbles? Les câbles, oui. Tu descends là vers ton transfo, c'est ça? Je repasse dans mon transfo. Qui l'élève de 690 à 6 kV alors? Non, à 15600. 15600. Ça, c'est la tension de réseau ici qu'on réinjecte sur le réseau de distribution. Ah oui, donc tu vas directement, ok. Ouais. Et alors, elles sont montées, enfin, c'est pas vraiment un montage en série, mais tu as un feeder, ça va? Principal, vous êtes tous connectés sur le même feeder, mais pas en série, hein, parce que sinon tu monterais de 15 000. Par exemple, le schéma unifilaire. Ah oui, ça c'est très très bon, le schéma unifilaire de l'éolienne. On est sur laquelle en fait? On est sur. Donc ici, nous on est à la 5. À 5. Donc c'est ici. Ok. Pardon, à la 4 ici. C'est là. Je vois, il monte, oui. Et alors, on a ici le poste, et donc on passe de la éolienne 1, 2, 3 et au 3. Alors on a un départ vers la 4 et un départ vers la 5. Ouais, c'est pas mal quoi, franchement, vraiment top quoi. Vraiment top. Quoi, équipement pompier obligatoire dans chacune des éoliennes? Il y a équipement obligatoire avec tabouret de sécurité, visière, tout pour rester en sécurité, même si c'est du matériel RMU, donc tout à fait. main unit, complètement dans du gaz SF6. Ok. Ah oui, tu as du SF6 ici. Ouais. Pas super écologique ça, les SF6. Mais bon, t'as pas de perte. Mais bon, ça c'est un truc que tous les constructeurs me disent, des ABB, des CIVA, ils veulent remplacer les SF6 par quelque chose d'autre. Mais pas évident. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle. C'est pas évident, techniquement. Et alors, c'est quoi ça? Si tu veux monter... Alors, si tu montes, tu dois avoir un harnais de sécurité, tu dois avoir une formation en hauteur, ou bien être accompagné par quelqu'un de compétent. Et alors à ce moment-là, tu vas monter par cette échelle où tu auras un système qui permettra de te glisser. Et là, tu as un ascenseur qui te monte alors jusqu'à la nacelle, comme je l'ai dit, à 93 mètres. Ok.
Ok, bah c'est super, Bah, merci, voilà. On va. C'est des ingénieurs qui travaillent avec toi, ceux-là. Ici Jordan, c'est le représentant de chez Senvion, le constructeur de la machine. Alors, content avec cette machine? Écoutez, extrêmement. Est-ce que tu peux me dire les explications vraiment sur la partie électrique du générateur de la machine? Enfin, c'est le constructeur, tu connais un peu les détails ou pas du tout? Moi là, du coup, il n'y a personne, dès que tu parles un peu, les spécificités du générateur, il se barre. Au niveau GC, tu sais avoir des trucs, mais dès que tu veux vraiment savoir des. C'est pas un aimant permanent. C'est pas un aimant permanent. Non, c'est le stator ou le rotor, il y a une excitatrice. Ah oui, ok. Et donc, ce qui est probablement lié, à mon avis, tu vois, dans les câbles, tu as une partie, tu vois, hop, pour l'excitatrice, gauche, et le. Avec un changement de fréquence qui constamment, comme il y a une boîte de vitesse et qu'il y a c'est pas un moteur avec 100 000 poules, qui constamment. T'imagines quand même votre développeur éolien principal pour ça pensait que c'était de l'aimant permanent. Qui constamment modifie. Vraiment. Ah mais les électriciens, tu m'entends plus. Hein. Non mais il y a tellement d'aspects. Non, tout à fait. Tout à fait. Et puis vous ne les construisez pas, vous les achetez, ça tout fait. T'as juste envie que. Tu passes d'un chantier à l'autre. Bien sûr. On gère plusieurs chantiers en même temps. Et c'est une boîte française là, cette boîte ici? C'est allemand avec donc une boîte une entreprise qui est dans tout le monde entier, et donc on a. Parce qu'on n'en entend pas tellement parler. On entend beaucoup Enercon, Vestas, Siemens. On a quand même pas mal, notamment en Belgique. On est, je crois, 3e constructeur belge, si je dis pas de bêtises, donc il y en a pas mal. Ouais. Et des nouveaux projets en offshore, vous êtes aussi en offshore? On est sur des projets offshore. Ouais. Quelle taille de vos éoliennes en offshore? Alors, les toutes grosses là, je ne peux pas vous dire de bêtises. C'est des grosses machines, rien à voir avec ces machines-là, mais je pourrais pas. Encore une fois, tu demandes la puissance électrique, ça, il se barre en courant. C'est tellement vite. Non, ça. Ouais, c'est ça, mais après exactement du coup. Mais je sais que c'est très touchy comme question, parce qu'il y a quand même une grosse concurrence là-dessus. Donc, et puis il y a 12-15 mégawatts en préparation. Et super paysage, on peut faire un zoom sur le paysage, superbe paysage, franchement. Non, elle donne vraiment bien, votre parc éolien ici, c'est un des plus beaux de Belgique, non? Celui-là, franchement, dans l'endroit. Parce que c'est moi qui l'ai construit, donc c'est le plus beau. Soyons fair, soyons chauds. Il est vraiment super. Allez, super. Allez, on termine le Facebook Live. Un petit au revoir à tout le public. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci tout le monde.